Bonsoir, bonsoir. Salut Red. Re. Dis-moi, est-ce que le son est ok aujourd'hui? Ou est-ce que j'ai encore de l'écho? Puisque tu es là, c'est super important que j'ai la réponse pour savoir si j'ai résolu le problème. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho? Salut Carbone. Bienvenue. Carbone, est-ce qu'il y a de l'écho quand je parle? Non, ça va? Yes, j'ai résolu le problème. Parfait. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler du sujet tranquillement. La vidéo d'hier, elle était tellement terrible, j'ai dû la supprimer. Donc le sujet ce soir, non, c'est ça, c'est après. Le sujet là, ça part pas. Le sujet ce soir, c'est le Daikakuji Osawa no Ike, qui sont deux lieux connexes qui sont placés à Arashiyama, un spot très connu de Kyoto, qui est connu pour sa forêt de bambou principalement et son pont avec les sakura. La partie où il y a énormément de monde, où tout le monde va, est en fait très touristique et pas forcément la plus intéressante. Pas de souci, Red. Merci beaucoup pour l'aide. Donc, quand on va à l'Ashiyama, tout le monde se précipite dans la partie extrêmement touristique. Les gens veulent aller à la forêt de bambou et ce genre de choses. Et c'est pas forcément la partie la plus intéressante de cet arrondissement. Sur les parties plus au nord, en fait, on a des choses qui sont plus typiques, plus calmes, avec moins de monde, plus esthétiques aussi. C'est vraiment un très très touristique dans le sud, en allant même jusqu'à la montagne aux singes, où on va juste pour voir des singes. En liberté, mais voilà. Donc c'est pas la même approche. Là, on est sur des visites qui sont un peu plus intellectuelles, pas touristiques, divertissement, avec un peu d'histoire, avec un peu d'esthétique, avec voilà un peu de tout. Donc c'est un double site. On a d'un côté un temple qui est le Daikakuji, et juste à côté, connecté à ça, ayant une origine préalable mais parallèle, c'est le Osawa no Ike, Ike voulant dire étang. Le Osawa no Ike est l'étang artificiel le plus ancien du Japon selon les informations dont on dispose. Donc on va s'intéresser à ça. Alors on va commencer par se mater une petite carte de Arashiyama pour que vous vous fassiez une idée de comment ça se présente. Nous y voilà. Donc voilà, le quartier qui est très visité par les touristes, c'est cette partie-là. Mais comme on le voit sur les images ici, eh bien, là où partout il y a des pastilles, c'est un site d'intérêt. Et donc on voit qu'il y en a beaucoup sur le nord. Et aujourd'hui, on s'intéresse au Daikakuji et au Osawa no Ike, qui sont là, sur cette partie-là. En gros, quand on marche là, allez, si vous marchez sans flâner, il y en a pour 15 minutes, en passant à travers des petits quartiers résidentiels et ce genre de choses. Une petite marche pas désagréable pour découvrir le Japon. C'est un quartier semi-bourgeois et bourgeois. Donc on peut voir des belles maisons, des jolies voitures. Voilà. C'est une traversée de quartier dont aucun de mes clients s'est jamais plaint. Parce qu'il y a plein de choses à remarquer, à dire, à voir sur les côtés. Donc on peut s'arrêter à manger. Il y a un ou deux restaurants sur le chemin où il y a quasi personne. Donc voilà, c'est un endroit intéressant. C'est pas gênant de marcher sur cette longueur. Donc le site en lui-même, où est-ce que j'ai mis ma deuxième carte que j'ai récupérée hier, va se présenter comme ceci. On va avoir donc le temple Daikakuji qui se visite, qui va être cette partie-là.
Et on a le Osawa no Ike qui se visite et qui est donc tout ça. D'accord. Sur la gauche, on a une partie du temple et une partie historique qui a été convertie en autre chose, qui ne sont pas vraiment visitables, même si je vais vous expliquer qu'il y a une partie où on pourrait éventuellement aller regarder 2-3 choses, mais historiquement, c'est pas très intéressant, donc voilà. Donc il y a plusieurs bâtiments dans ce site qui vont avoir différentes histoires, différents intérêts. Donc jetons-nous directement dessus. L'approche du lieu est très agréable. C'est avec des trucs assez mignons. Donc voilà, on a par exemple... Ah, j'ai oublié de lancer mon chat, ça serait un peu gênant. Donnez-moi une seconde. Donc petit muret en torchis passé au blanc ou au jaune, selon l'âge du truc. Petit cours d'eau qui va alimenter l'étang. C'est l'eau qui descend de la montagne, qui passe à travers les différentes rizières du quartier, qui alimente l'étang, et l'étang lui-même est une réserve d'eau pour les rizières qui sont en contrebas du truc. Donc voilà, c'est assez champêtre, c'est vert, pas trop minéral, on est sur quelque chose d'assez agréable. Pourquoi est-ce qu'il veut pas se connecter, Bob? Bon, on fera sans lui. Donc voilà, l'entrée principale à cette tronche-là. Salut King Métallisme original. Beau choix de destination. C'est ma recommandation, oui. C'est un endroit où j'emmène beaucoup mes clients, les gens qui veulent à tout prix voir Arashiyama, ceux qui veulent voir les bambous, etc. Il faut qu'on arrive à sortir de la foule, donc c'est le lieu que j'utilise le plus parce que il est sympa et il permet de faire différentes choses, d'avoir différentes discussions. Quand on entre ensuite dans la cour, on a un grand système de pin bonsaï. Ah, Christophe, d'accord, oui. Ouais, préviens-moi avant que je te prenne pour un... T'abuses. Voilà, beau choix de destination. Ouais. Donc oui, tu confirmes, n'est-ce pas? C'est quand même un endroit qu'on peut recommander sans griller trop de secrets de toute façon et qui vaut le coup. Contrairement à d'autres sites du coin qu'on n'a pas envie de divulguer par contre. Le moins possible. Donc au niveau de l'entrée, on va avoir une porte officielle qui a cette tronche-là. Ah, ça est bon, mon chat fonctionne. Donc à remarquer sur ce site ici, vous voyez le blason impérial en plusieurs lieux. Donc pourquoi? Parce qu'au départ, ce site est un site impérial. C'est là qu'un empereur s'était fait construire une villa fin 8e, début 9e siècle. Et c'était un empereur reclus, plus ou moins. Et il a vécu là pendant un moment. Il reste aucun bâtiment de son occupation, de son époque, mais le site était ce site-là. Donc, puisque c'est un site impérial, ça s'est perpétué au fil du temps, même si du coup ça s'est transformé en temple, parce que... Hello Uzobimo, oui, c'est le chrysanthème. C'est le chrysanthème impérial. On le retrouve sur tout ce qui va concerner l'empereur d'une manière très large. Tout ce qui a été en contact avec l'empereur va se balader avec le chrysanthème. Donc on trouvera ça au Nijo, au Gosho, dans beaucoup de sites de Kyoto, on trouvera l'emblème impérial parce qu'ils sont liés à ça d'une manière ou d'une autre dans l'histoire.
Donc on reviendra sur l'empereur Saga. Non seulement il a amené à l'utilisation du site, mais il y a différentes autres choses à son sujet à voir sur ce site. Comme on est sur, les considérations impériales, eh bien, une fois qu'on est entré, alors on n'entre pas par l'entrée de l'empereur, hein, on n'est pas suffisamment, hein. Donc l'entrée, elle est ici, sur la gauche. Et là, c'est pas ouvert, sauf si, pour business officiellement impérial. Donc quand on entre dans le prolongement de cette entrée, eh bien, le temple nous propose de voir comment ça se passait quand c'était utilisé comme porte d'entrée, effectivement. Et donc, on a une chaise à porteur qui nous est montrée. Là encore, elle est marquée du sceau impérial. Encore sur des variations. On est également sur une salle qui est richement décorée, puisqu'on a des fusuma qui sont dorés. Ce sont des carrés d'or, donc qui sont des feuilles d'or qui sont collées sur les murs ou les portes coulissantes, et sur lesquelles il y a des peintures traditionnelles. Donc on a surtout des pins à espalier qui sont représentés ici. C'est du travail de l'école Kano, qui est l'école d'illustration traditionnelle, on va dire, de Kyoto. On a un certain nombre de sites qui sont illustrés par l'école Kano. L'école Kano, on est plutôt sur le Kano qu'on pourrait qualifier de tardif, parce qu'on a d'autres temples où c'est des réalisations Kano de l'école Kano plutôt 15e siècle, alors que là on est sur des réalisations qui tendraient à être sur la fin de l'époque Edo, donc fin 18e. Donc voilà. C'est du travail très fin, très intéressant à voir. On a des effets de couleurs, on a des travails de couleurs pour faire les distinctions. Et ça ressemble normalement à certains paysages qui sont disponibles autour de Saga et Kokai, le moine aux 5 pinceaux. Oui, Kokai. Le moine aux 5 pinceaux. Aux 5 pinceaux. Faudra que tu m'expliques, Chris. Parce que là, comme d'habitude, tu me dépasses sur le sujet. Moi, je ne fais que déflorer. Il faudra que tu nous donnes des détails. Il faudra que tu viennes en interview dès que j'aurai fixé la technique pour nous expliquer ça. Parce que même moi, je vais apprendre. C'est en référence aux 5 divinités ou ça n'a rien à voir? Bon. Donc toujours est-il que voilà ce que l'on peut voir sur l'entrée. C'est déjà fort intéressant. Quand on visite, bien sûr, on visite en s'étant déchaussé. On a des chaussons à disposition si on veut. Les chaussons, ils sont après ce tatami. En fait, ce tatami, vous le traverserez forcément pieds nus ou en chaussettes. Et c'est après que vous êtes sur du parquet qu'on va vous fournir des mules pour faire la visite. Parce que vous n'allez pas remettre les pieds dehors, même s'il y a des parties extérieures. On est toujours au-dessus du sol sur un passage en bois. Donc voilà ce qu'il en est. Premier bâtiment qui va être sur la visite, ça va être un bâtiment qui date de l'époque Edo. Et c'est un bâtiment qui a été construit au moment où la fille d'un shogun, Tokugawa, a été désignée pour se marier avec l'empereur. Et c'est là qu'elle a passé sa préparation à la cour impériale. Ce bâtiment a été construit pour ça. Elle a été installée là-dedans. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des fermetures qui sont des fermetures liées à l'aristocratie la plus haute, pas seulement impériale pour autant que je sache, mais il n'y a que la plus haute aristocratie qui a ces portes, ces battants qui viennent fermer les portes. On a également le rideau ici à pompons qu'on trouve seulement sur les lieux face à ça.
Selon la légende, il calligraphiait aussi avec sa bouche, ses deux pieds et les deux mains. D'accord. Kukai donc, parce que j'ai jamais lu ça au sujet de Saga. Et donc, on arrive devant ce bâtiment qui est, somme toute, comparé aux autres, non, comparé à l'histoire du site récent, parce que les autres bâtiments sont à peu près de la même époque. On va voir à l'intérieur de ce bâtiment, en fait, des salles qui sont assez grandes, assez disproportionnées les unes par rapport aux autres. Et il semblerait que l'impératrice en devenir devait passer une grande partie de son temps dans cette pièce-là. Donc il fallait qu'elle puisse profiter en fait de son cadre sans pour autant le mettre le nez dehors. Et donc on lui a fait des décorations particulières dans cette salle. Et parmi les décorations particulières, le point central, c'est ça. Donc ce qui est dessiné aussi, ici, on a des chrysanthèmes, mais surtout, on a ces roches qui sont dressées, comme s'il y avait eu une cascade à une époque qui passait à cet endroit-là. C'est une décoration de jardin, c'est la représentation d'une décoration de jardin qui a véritablement existé dans le parc du Osawa no Ike. Donc, quand on regarde le parc du Osawa no Ike, la, la cascade était là ou là. Selon les indications, c'est pas toujours clair. Moi, pour autant que je puisse comprendre, c'était plutôt ici. Mais vous pouvez avoir des indications sur le 8 là. Donc c'était véritablement au moment de la création de l'étang au 9e siècle, une décoration, une fausse cascade, sans eau, mais des pierres dressées qui évoquaient la cascade. Depuis, ça a disparu, il n'y a plus rien à voir à cet endroit-là. Je ne sais pas si à l'époque où la princesse était dans le site, il y avait quelque chose à voir ou pas, mais de toute façon, c'était pas grave pour elle, puisqu'on lui avait dessiné sur le mur. Donc, en ce qui concerne cette cascade, eh bien, elle est restée dans l'histoire de manière assez marquante, puisqu'elle est également évoquée dans le Hyakunin Isshu, donc qui est un recueil fait au XVe siècle par un Fujiwara, Takei Fujiwara peut-être, un recueil des 100 meilleurs poèmes de la langue japonaise d'avant son époque, donc des origines jusqu'à l'époque où cet homme vivait là. Ce recueil a été constitué dans une villa qui était pas très loin de là, et on s'aperçoit qu'il y a pas mal de lieux, de maisons qui sont des maisons où ont vécu des poètes choisis pour le Hyakunin Isshu. Donc il y a un petit côté réunion de quartier dans le truc qui est un peu étrange. Mais c'est un grand standard de la langue japonaise. Les enfants étudient le Hyakunin Isshu à l'école. On en a des versions manga même pour ceux qui veulent avoir un accès plus facile. J'en ai un, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, le Hyakunin Isshu en manga pour les enfants ou pour les teubés. Ça me va bien. Voilà, ça c'est le Hyakunin Isshu. Je vous agrandis un peu mon image 2 secondes pour que vous voyez le truc. Donc c'est 100 poèmes. Donc c'est là, dans ce cas-là, c'est 100 doubles pages avec une illustration qui vous explique le poème. Teika, merci. J'étais pas loin. Hein. Teika Fujimura. Fujiwara, putain, Fujiwara, non, Fujiwara, oh là là. Donc, si je me souviens bien, j'ai pas révisé, mais
la cascade silencieuse, oui, c'est le numéro 55 qui est là. Voilà. Donc c'est un poème qui nous parle de cette cascade, c'est une évocation de cette cascade. On voit là que la cascade n'existe pas sur le dessin, c'est bien mis en avant et ça nous parle de ce que ça a pu être. Je vais pas vous faire l'affront de le lire en japonais parce que je lis mal le japonais, je sais pas lire le japonais, on va dire, pour aller plus vite. Donc je vais vous en donner l'interprétation française qui sera beaucoup plus intéressante pour tout le monde de toute façon. Donc le poème en gros se traduit comme ça, c'est une traduction officielle que j'ai trouvée sur Wikipédia et sur une autre source, donc à vue de nez, voilà, elle est assez courante. Donc ce poème nous dit: la cascade il y a longtemps a cessé de gronder, mais nous continuons à entendre le murmure de son nom. Voilà, alors moi la poésie japonaise, j'y entrave que dalle, je vois pas quel intérêt ça a, les haïkus, les tankas, etc. Mais ce que je viens de vous dire en japonais, c'est extrêmement connu, c'est un grand classique, numéro 55 du Hyakunin Isshu. Bon allez, juste pour rigoler, en fait, je peux essayer de le lire en japonais. Taki no oto wa taete ikishiku narinu nedo nedo nudo nuledo nakoso nagarete naoki koe kere naoki koke. Ah punaise, dis donc. J'arrive pas à faire les terminaisons de cette. Naoki koke kere. Voilà. Le classique, c'est pas pour moi. Donc, si vous êtes fan de la poésie japonaise, vous pouvez vous mettre au Hyakunin-shu. Salut Victor. Et vous pourrez aller voir ce qui est lié à ce poème au Osawa no Ike. Pas sensible à la poésie, dirait-on. Je suis pas sensible à la poésie japonaise. Autant la poésie française, non, j'aime beaucoup la poésie classique française. Autant la poésie japonaise me laisse de marbre, mais sévère, quoi. Je ne vois aucune qualité à la façon dont ils font de la poésie. C'est juste moi où ton son de est très faible. C'est peut-être toi. Si les autres confirment, je peux booster pour tout le monde. Est-ce que tout le monde trouve mon volume faible? T'as monté le son. Donc je peux booster le son chez moi. C'est tout à fait de l'ordre du possible. J'ai monté le son. Là, j'ai fait plus 15 points. Vous me dites si c'est bon. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que Non, je suis sur Streamlabs et un autre soft. Je peux y aller encore plus. Alors, je vais monter à 90 sur le source. Et dans Streamlabs, je peux monter à moins 13. Là, c'est bon. Ah, bonsoir Béamadi Sheref. Bienvenue. Et merci pour le commentaire sur le son. Donc voilà, premier point très intéressant du lieu, la représentation de la cascade, le poème de la cascade que vous pouvez vous lire à n'importe quel moment de la visite, et le reste de la cascade avec... Attention, j'ai boosté pas mal là. Et avec les restes de la cascade le long de l'étang. Après ça, je suis presque à fond partout là, Victor.
histoire de provoquer un peu. Seulement le waka vaut le coup. Très souvent, le poème a un sens le poème cache un sens bouddhique. C'est bien mieux pour le son, merci. N'hésite pas à régler la sortie avec le vu maître de Streamlabs Obscilier. Oui, je l'ai, oui. C'est le deuxième partie que j'ai. C'est la deuxième partie. Je suis à moins 6 décibels pour le moment. Je suis presque à fond. Donc après ça, j'ai beaucoup moins de possibilités. Je suis quasiment... quand je parle, je suis à la limite du rouge. Hein. Et aussi souvent une interprétation basée sur leur culture. Oui, donc c'est qu'il y a un sens caché qui est... vu que le bouddhisme a formaté une partie de la culture. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut voir dans le Shinden, dans la première salle du Shinden. À ça, on va ajouter la partie arrière que j'aime beaucoup. Alors en fait, dans le building en lui-même, on aura la partie devant qui est une grande salle en fait, qui peut éventuellement être divisée, mais qui est une grande salle où il y a cette peinture-là. Et puis sur l'arrière, par contre, c'est divisé en quelques salles plus petites, en deux. Mais c'est difficile à savoir parce que comme c'est très, très modulable avec les portes coulissantes, selon les époques, ils ont changé ils ont changé les portes, ils les ont déplacées. Donc, ce que j'ai visité pendant 1 an et demi au départ, à un moment a été complètement faux. Ils avaient changé les ordres. Donc je ne sais pas à quel point ce qu'on nous montre était vraiment le standard ou alors c'était un roulement sur la pièce principale. J'ai pas éclairci ce genre de choses encore. Mais disons que toujours est-il sur la salle derrière, on a une salle où ça va être avec du noir et blanc. Donc ça va être du dessin au fuseau. Noir et blanc, c'est des grues, des bambous. Toujours l'école Cano, hein, c'est toujours la même école d'artistes. Mais changement de technique de dessin et changement complet d'atmosphère de la pièce et de la de la vie qui se passe à l'intérieur en fait. Donc je trouve cette salle là très reposante, très sympathique à voir. Ça nous fait un break souvent, on voit d'abord la première salle puis on voit celle-là, donc on passe de l'or au blanc. Ça fait un contraste qui soulage un peu, on va dire. Et puis ensuite, on a une autre salle qui fait suite à ça. Et là, on est sur la salle du printemps. Où en fait, sur les 3 murs, on va avoir 3 moments différents du printemps. On va d'abord avoir le début du printemps qui va être le moment où on a 2 jours de vent très intense qui montre le changement d'orientation en fait de la succession des zones anticycloniques et alors eux le savaient pas mais des zones haute pression et basse pression en fait. Au moment où on change de saison réellement, on va avoir 2 jours de grand vent où on a l'inversion des systèmes. Ça s'appelle Ah, Christophe, tu peux m'aider? Ichitake, Ichiban. Il y a un nom technique et puis un autre, c'est genre Ichiban Kaze ou un truc dans le genre, quoi. Si Christophe peut me vendre le truc. Salut Shenril. Il faudra que je le note parce qu'à chaque fois je l'oublie. Chaque fois je me dis ouais non c'est facile à mémoriser et à chaque fois je l'oublie ce truc là quoi. C'est de la folie. Shenril, est-ce que tu te souviens comment s'appelle le jour du grand vent pour le changement de saison? Ça se trouve c'est un truc con comme Kaze Ichiban. Hein. Mais au début on m'avait donné un nom plus technique et puis après on me dit ouais mais non en fait c'est ça. Enfin bon, toujours est-il que c'est le mur de gauche. Ensuite on a la floraison des cerisiers sur le panneau central que vous avez là.
Mon seul problème, c'est que les arbres sont couleur pierre. C'est un peu dérangeant. Mais les petites fleurs de cerisier roses sur le fond d'or, c'est assez sympathique. Shonan no Kaze. C'est pas celui-là. Ensuite, sur le 3e mur, il me semble que je l'ai, le 3e mur. C'est le début de la saison des pluies qui est représenté. Avec des hirondelles. On a ça en commun. On a les hirondelles en commun. Voilà. Elles doivent être rentrées depuis un petit moment quand même quand on a ces vents-là. Donc voilà, ça c'est le Shinden pièce avant et pièce arrière. Une fois qu'on a passé la petite, la petite terrasse qui fait le tour en bois du Shinden, en fait, pour accéder aux autres bâtiments, eh bien, on va avoir des passages surélevés. Comme on est sur des lieux à origine impériale, eh ben, ils ne mettent pas le pied par terre. Dans les conséquences de l'objet impérial, de la situation impériale de ce site, le père abbé de ce temple avait pour habitude d'être nommé parmi les membres de la famille impériale qu'il fallait caser. Ce serait bien un plan d'ensemble pour se repérer. Au début, j'avais une carte. Je te la remets. Là, ça c'est la carte du site. Donc on entre par ici. On passe par l'administration. Hop. Et on traverse ici. Et là, on vient de voir le Shinden Hall qui est là. Les chemins, la photo que je viens de vous montrer du plancher suspendu, là, hein, c'est ici. Bah non, Victor, vas-y, dis. Si ça me plaît pas, je le ferai pas, mais n'hésite pas à donner ton avis, on est là pour ça aussi. Hein. J'ai pas de souci à entendre l'avis des gens. J'ai des problèmes pour suivre les conseils, c'est un autre problème, c'est une autre issue. Donc voilà. Alors, il faut voir que ce sont des planchers Rossignols. Donc, c'est-à-dire que quand vous marchez dessus, vous êtes obligé de faire couiner le sol. Donc en fait, c'est sur la façon dont les lattes sont posées. Quand vous mettez une pression dessus, en fait, vous avez un clou qui est entre deux autres pièces de métal. Et donc, quand la pression se met dessus, c'est un parquet flottant techniquement. Et donc, quand la pression s'exerce dessus, et ben, ça va descendre le long des deux pièces de métal et ça va crisser. Donc, ça s'appelle des planchers Rossignols en français. C'est la traduction directe du japonais. Donc, si vous cherchez Rossignol en japonais, vous trouverez le nom de ces planchers. Si après vous voulez voir des rossignols japonais, je vous conseille les services de mon collègue Colin. Lui, il aime les oiseaux. Moi, à part les bouffer, certains, je dois dire que les oiseaux ne font pas partie des choses qui m'intéressent dans la vie. Quand on continue ce chemin-là, on va sur la droite trouver un bâtiment tout rouge qui est donc une salle d'office, une salle de messe, c'est pas dans ce sens-là de office, hein, une salle de cérémonie bouddhiste, c'est pas shinto du tout, hein, là, qui est rouge, c'est ce qui fait qu'elle est spéciale. La chose qui est vraiment intéressante à voir dessus,
qui est très joli et très touristique, c'est que au niveau des plafonds, aussi bien sur les parties extérieures là que dans la salle de culte, eh bien, vous allez avoir des fleurs de dessinées selon un pattern rond. Donc c'est une évocation de la fleur comme si on était sur une photo en fisheye en fait, si vous voulez. Et il y a pas mal de fleurs différentes qui sont dessinées là. C'est le seul point vraiment attractif du truc. On ne peut pas prendre de photos de l'intérieur parce que c'est une salle de culte, mais vous pouvez prendre des photos du plafond. Si vous aimez avoir des photos un peu cocasses de fleurs, bah voilà, c'est des très jolies petites peintures qui sont fournies là. Question plus générale, mais le site a été épargné par les bombes américaines ou a été reconstruit après la guerre? Le site a été épargné par les bombes parce que Kyoto a été très peu bombardé pendant la guerre. Ils ont été bombardés seulement à la bombe conventionnelle, pas à la bombe incendiaire, ce qui fait que les dégâts étaient sans commune mesure entre des villes comme Tokyo ou Osaka et Kyoto. Kyoto a eu très peu de dégâts. Et là, on est sur un site qui est complètement à l'ouest de la ville, qui est assez isolé. Et donc, ils ne se sont pas pris de bombes pour autant que je sache, hein. C'est trop isolé du centre névralgique de la ville pour que ça ait pu être vraiment victime des bombardements. Mais de toute façon, Kyoto, bien sûr, il y a eu des morts, donc c'est de la souffrance, mais la ville, techniquement, en elle-même, a beaucoup moins souffert que les autres. Parce qu'il y avait un proche du président qui avait passé sa lune de miel là et qui voulait pas que ce soit détruit parce que c'était un trésor historique très, très important. Donc voilà. Donc voilà, j'ai que ça pour ce bâtiment-là. J'ai pas pris de photos. J'ai pas de reste de photos. Les photos étaient trop pourries pour que je les garde. Donc j'ai pas ça. Un jour, j'essaierai de les reprendre maintenant que je maîtrise mieux l'appareil. Ça, c'était sur la droite donc du passage surélevé. Sur la gauche, on aura un petit jardin, pas sec, mais un petit jardin japonais forcément, qui va séparer à gauche, on a le Shinden qu'on a vu tout à l'heure, et donc on a un deuxième bâtiment qui est un bâtiment pour usage impérial, où on a une salle du trône très très modérée, hein. Voilà, elle est pas énorme du tout, et plusieurs salles privées pour l'empereur et son entourage. Donc la salle du trône qui est dans ce bâtiment-là, elle ressemble à ça. On remarquera les portes coulissantes qui sont à papier japonais et en bas avec des représentations florales. On a représentation ici de bambou. Seulement un petit liseré sur la poutre là. On a une deuxième salle derrière où on nous représente des arbres qui sont des cerisiers. Et derrière, au fond, on a le trône qui est ici. Donc, c'est plusieurs tatamis qui surélèvent là où l'empereur s'installait. Et sur les portes, pour les portes où il y a les cerisiers, au-dessus des portes, au-dessus de la poutre, pardon, là, cette fois-ci, il y a un treillis qui bloque entièrement le passage. Donc, il y a une séparation franchissable entre les deux salles de courtisans, mais il y a une séparation pas franchissable sur la partie où est l'empereur. Donc c'est une petite salle de cour, mais vraiment très petite. Là, à droite, derrière ces portes-là, en fait, on devait avoir une salle qui devait être dédiée aux enfants, probablement. Parce que les représentations sur les portes sont des lapins. Et on m'a dit que cette représentation de lapin était liée au quartier des enfants. Soit, bon, on me l'a dit. Je le répète en vous disant que, bah voilà, on me l'a dit. Je ne saurais pas vous dire si c'est vrai ou pas. C'est ce qui m'a été dit. Point.
J'aime beaucoup montrer les petits lapins parce que ils ont des têtes trop cheloues en fait, les lapins. Entre autres, celui-là, on a l'impression que c'est un guépard plus qu'un lapin. Il y en a deux trois qui ont des positions. Oui, il y en a deux trois qui ont des positions et des statures qui sont vraiment étranges. Je sais pas quel genre de lapin ils avaient maté comme modèle, mais voilà, c'est fou. On les regarde, c'est fou là. Celui-là, je lui ferai pas confiance. Il y en a qui sont très mignons, qui sont très bien faits, ça va. Mais celui-là, je crois, et il y en a un autre, il me semble. Vraiment, je leur confierai pas mon déjeuner, quoi. Voilà, je prendrai pas le risque. Et donc cette salle-là, elle est le long en fait des deux salles de courtisans qu'on vient de voir. De l'autre côté, il y a d'autres salles pour l'empereur et son entourage. Et donc dans ces pièces-là, on a une décoration qui du coup est sans or, qui est une décoration noir et blanc encore de nouveau, avec des scènes qui sont plutôt chinoises en fait. Les personnages, étant donné les vêtements qu'ils portent, les traits physiques, on est plutôt sur des personnages chinois. Donc on est très proche des représentations qu'on va trouver dans les temples bouddhistes, où souvent c'était les moines bouddhistes qui étaient partis en Chine, qui revenaient au Japon avec l'enseignement bouddhiste qu'ils avaient reçu là-bas, et qui allaient faire des représentations de la Chine pour essayer d'apporter les mêmes sources d'illumination à leurs collègues restés au Japon. Donc comme eux avaient trouvé le secret du truc en regardant des paysages chinois, et ben ils dessinaient les paysages chinois, ou faisaient dessiner les paysages chinois. Bon, le détail technique après n'est pas important. Donc on a souvent des représentations plutôt liées à la Chine qu'au Japon. Donc là, les dessins des bambous, ça a l'air simple comme ça, mais la façon dont c'est fait, je trouve ces dessins-là vraiment superbes. C'est dommage qu'ils soient dans la pénombre, on peut pas vraiment les photographier de manière jolie et sympa, mais ça vaudrait le coup d'avoir des jolies photos de ça. Sachant que toutes ces portes coulissantes décorées ont été numérisées dans le cadre du projet de préservation des monuments au Japon. Et je pense qu'au moment de la numérisation, en fait, c'est une numérisation à haute définition. Et je pense qu'ils en ont tiré des copies. Et ce qu'on voit là, donc, ce sont des copies. Et les originaux ont été mis à l'abri. Parce que là, c'est des pièces qui sont ouvertes sur l'extérieur, quoi. Là, on est sur vraiment le chemin, comment dire, sur le balcon extérieur quand on prend cette photo-là, quoi. Donc, les intempéries, l'humidité, le froid arrivent à ces pièces totalement sans être enfin, de manière frontale, on va dire. Et donc, ça en prend plein la tronche. Donc, dans le cadre de la préservation, ils ont numérisé, c'est sûr, et je pense qu'ils ont remplacé par des copies. L'humidité, oui, entre autres, oui. Surtout que c'est sur du papier, quoi. L'humidité de l'été, après le froid de l'hiver, ça fait travailler le papier, ça l'abîme quand même, quoi. Donc voilà, j'ai vu la numérisation se faire pendant que on voyait les portes disparaître pendant un moment quand on venait faire des visites pour les numérisations. Et je pense que quand ça revenait, c'était des copies, c'était pas les originaux. Donc on a deux salles comme ça avec des décorations qui sont typiques de ce genre de choses en fait. On est vraiment comme dans ce qu'on peut trouver dans des temples, le même genre de choses évanescentes avec des personnages chinois et des paysages. Donc si on revient jeter un œil sur le plan du lieu, on a fait ça. Le bâtiment rouge, c'était ça. Non, pardon.
le bâtiment rouge, c'était ça. Et le bâtiment qu'on vient de voir pour l'empereur, c'était là. Oui, c'est ça. Ensuite, on n'a pas de photo de ce bâtiment-là vraiment parce que c'est la salle de culte principale. Ils veulent pas qu'on prenne de photos là-dedans. C'est le lieu où vous allez faire votre prière quand vous visitez. C'est un lieu qui est assez très révérencieux, lié à l'empereur Saga. Donc, ce qui nous intéresse en fait, c'est ce bâtiment-ci, le bâtiment gris, qui va vous surprendre. C'est un bâtiment des années 20 en béton, qui dénote un peu avec le reste du cadre. Où est-ce que je l'ai mis? Petit, reviens par ici. Où te caches-tu? Bah, j'ai égaré le bâtiment en béton. Comment on fait pour perdre un bâtiment en béton? Vous m'expliquez? Hop, le voilà. Voilà. Donc il a été refait au milieu des années 25, au milieu des années 20, 25 je crois à peu près, la date précise. Donc pourquoi il y a ce bâtiment-là et pourquoi il a été refait en 25 en béton alors que ça va pas avec le reste? Et pourquoi il a cette écharpe qui fait le tour? En 818, l'empereur Saga, qui était reclus dans sa villa à cet endroit-là, faisait sa pratique de sutra. Il faisait sa pratique de sutra du cœur, le Hanashingyo, dans l'école de bouddhisme dont il fait partie, est le point principal de la pratique des sutras. Et donc, comme tous les bons aspirants bouddhistes, il devait faire sa copie du sutra régulièrement, quotidiennement, probablement dans son cas, puisque la réalisation du sutra parfait vous permet d'accéder à l'éveil, en fait. Après, est-ce que c'est la raison de l'éveil ou est-ce que c'est le signe de l'éveil? Ça, je ne suis pas suffisamment formé sur le bouddhisme pour vous le dire. Mais toujours est-il qu'en 818, eh bien, l'empereur Saga a réussi son coup. Il a fait une copie parfaite du Sutra du cœur. Et puisqu'elle était parfaite, elle était divine techniquement, et elle a provoqué la disparition d'une épidémie qui ravageait le pays à l'époque. Fantastique. La pénicilline de la religion. Voilà, il y a eu cette simultanéité, parce qu'il l'avait réussi, ça a détruit cette épidémie. Donc ce sutra est d'une grande importance religieuse, et il a été conservé depuis 818, et célébré selon le cycle qui marche dans le système chinois, qui est le cycle de 60 ans. Et tous les 60 ans, le sutra écrit par l'empereur est montré aux croyants qui viennent le visiter. On peut faire une visite de relique, techniquement, une fois tous les 60 ans. Ça a été fait en 818, et donc tous les 60 ans, ça fait que 1200 ans plus tard, c'était 2018, et en 2018, on a vu en effet l'ouverture de ce bâtiment, qui est en fait une grande salle où il y a juste un ou deux petits meubles pour garder ces choses-là, et c'est tout. Il n'y a rien qui puisse prendre feu, c'est très purifié. Très épuré plutôt, purifié aussi, mais épuré. Et donc en 2018, quand ils ont ouvert, eh ben, ils ont modifié un peu l'accès. Normalement, en fait, on passe par le sol. Là, on doit descendre de la salle de culte principale, descendre au sol et remonter les petites marches qu'on voit là. Mais au moment de l'ouverture de 2018, ils ont installé un passage suspendu pour passer entre les deux. En permanence, comme c'est un truc divin, en fait, eh bien, cette écharpe multicolore bouddhiste relie le bâtiment dont elle fait le tour ici
à la salle de prière qui est par ici, et ça pend à l'endroit ça pend à un endroit de la salle de prière. Et donc, quand vous venez faire vos prières, eh bien, vous pouvez toucher, sous certaines conditions, cette écharpe multicolore, et c'est comme si vous touchiez le sutra, techniquement. Voilà. Donc là, quand ils l'ont ouvert, on entrait, on arrivait devant un petit meuble en plexiglas avec le sutra déroulé. C'est un sutra en tissu bleu sur lequel l'empereur Saga a fait son sutra en lettres d'or. Le truc brille pas, on voit pas qu'il est divin quand on le regarde. Et pour entrer pour le voir, eh bien, il faut réciter une toute petite partie du Hana Shingyo. C'est déjà suffisamment difficile, mais il y a trois séries de syllabes à répéter en permanence quand on va voir le rouleau. Si vous l'avez loupé en 2018, on peut se dire que vous aurez probablement un peu de mal à faire la prochaine ouverture qui sera en 2078. Voilà, on aura tous pris un peu d'âge d'ici là. Pardon. Voilà, donc bien sûr, pas de photos, j'ai pas de photos de quoi que ce soit sur ce truc-là, puisqu'on n'avait pas le droit aux photos. Déjà, on galérait assez à dire la partie du Hana Shingyo nécessaire pour aller le voir. Faudrait que je regarde, je dois avoir le... Donnez-moi une minute, je ne l'ai pas préparé, mais je peux essayer de mettre la main sur ma copie du Hana Shingyo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Sous réserve que je le trouve, bien entendu, ce qui n'est pas forcément gagné dans mon bordel. Qu'est-ce que j'ai fait de mon Hana Shingyo, les enfants? Ça. Bon, ah tant pis, non, je sais plus ce que j'en ai fait. J'ai perdu mon Hana Shingyo. Oh la cata. Je l'ai mis dans un endroit pour le protéger parce qu'il prenait la poussière et tout. Il est tellement bien protégé que je sais plus où il est. C'est formidable d'être organisé comme ça. Punaise, où est-ce que j'ai mis mon truc? Ah bon, c'est un petit livret avec que des kanji qu'il faut lire avec la prononciation indienne, hindou déformé. C'est assez chaud. Mais je pense que Christophe, par exemple, qui était là tout à l'heure, qui est peut-être encore là, connaît des morceaux du Hana Shingyo sans souci. Je n'en doute pas. 98 ans, ouais, Victor, ce sera un petit peu chaud pour venir visiter. Mais enfin bon, les progrès de la médecine, on sait jamais, hein, tu seras peut-être devenu l'homme bicentenaire à ce moment-là. Donc voilà, donc ce bâtiment, eh ben, il est là pour la sécurité du parchemin. Donc eh ben, à chaque fois qu'il y a des progrès technologiques, il remplace le bâtiment en fait, hein, pour protéger son contenu. Ensuite, quand on est sur le bâtiment principal, qui est donc ici sur cette partie de l'écharpe là, on peut regarder vers l'extérieur. Donc, Victor, voilà la carte. On parle du bâtiment qui est ici, qui derrière a le bâtiment avec le parchemin. Et donc, on peut se mettre à regarder dans ce sens-là. Et donc, quand on est sur cette vue-là, on a la vue sur une sorte de petite estrade permanente en pierre, hein, et derrière une porte.
Cette porte-là est une porte qui n'est ouverte que pour le service impérial, donc pour l'empereur ou pour les messagers officiels de l'empereur. Les messagers officiels de l'empereur étant les messagers de l'empereur avec les dieux, pas avec son administration. C'est les messagers qui allaient dans les différents sanctuaires et temples pour la communication de l'empereur avec les divinités. Pour autant que j'ai compris, les messagers arrivaient, se mettaient sur cette petite scène ici, et puis devaient faire leur présentation à l'empereur, qui devait être à peu près là où on était en fait, là où la photo était prise. Donc cette porte maintenant n'est jamais ouverte sauf si l'empereur vient, et donc elle est tout le temps fermée, voilà. C'est une porte qui est assez sympa, assez jolie. Du coup, ça permet de faire des photos. Bon, cette photo-là est pas de moi, donc je la trouve maltraitée, mais voilà. Et la photo de la porte peut montrer que la porte a de la gueule quand même. Ensuite, on a un autre bâtiment dont j'ai l'extérieur, mais je ne peux pas vous mettre l'intérieur, qui est celui-ci. Donc, pour Victor, si on regarde le plan, maintenant on parle de ce petit bâtiment-là. Et donc, il a cette tronche-ci. Ce bâtiment-là, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'en fait, c'est un bâtiment qui contient un autre bâtiment. Ils ont transféré un morceau d'un temple ailleurs dans la ville sur ce site-là, et ce morceau de temple ancien est encapsulé en fait dans celui-ci. La partie ancienne donc qui a été transportée, elle a des structures peintes qui ressemblent à ce qu'on trouve sur le Kiyomizu-dera. Mais le Kiyomizu-dera est rénové régulièrement, tandis que là, ça n'a pas été rénové. C'est gardé en l'état, en train de vieillir tranquillement. On a des représentations des muses du paradis bouddhiste. On a un dragon de plafond qui est dessiné, qui protège le lieu contre le feu. Hein, le dragon, en fait, c'est une divinité de l'eau, c'est le sprinkler des âges anciens. Et on a différentes représentations sur le mur sur les murs et sur le plafond qui sont vraiment très jolies, anciennes et très, très précises. Elles sont bien sympas. Devant ça, dans la partie moderne qui encapsule la partie ancienne, on a simplement un petit lieu de prière où ils viennent faire des prières. Et on a les statues de différentes personnes d'importance dans l'histoire du temple. Et on ne peut pas prendre de photos, donc j'ai rien pour vous de ce côté-là. Au niveau du plafond, là, on a de nouveau un plafond à base de carrés. Et dans les carrés, là, c'est des objets et pas seulement des fleurs qui ont été dessinés, toujours par des artistes de l'école Kano. Après ça, le bâtiment sur la droite, dont j'ai pas de photo étrangement, je ne sais pas pourquoi, c'est le lieu de pratique du sutra. Donc vous avez les statues de leurs divinités. Ils ont 5 divinités, une principale et 4 assistants. Et ce sont les rois dieux en fait, pas les rois mages mais les rois dieux cette fois-ci. Et dans cette salle-là, il y a éventuellement une partie cérémonie, mais c'est plutôt la cérémonie ésotérique. C'est pas là où les gens vont venir faire leur prière. C'est là par contre qu'ils vont venir pratiquer le sutra. Donc vous pouvez vous pouvez avoir une feuille qui vous donne le modèle pour copier le sutra. Et après, quand vous êtes suffisamment bon, vous pouvez vous payer un kit où vous avez un rouleau de sutra comme celui de l'Empereur Saga, et vous pouvez écrire votre sutra dessus. Donc à vue de nez, ça doit se faire qu'une fois de temps en temps. Ça peut pas être régulier parce que c'est un truc un peu particulier la façon dont ils le vendent. Ça coûte un petit peu de pognon, ça doit coûter 200 € le set. Donc les gens pratiquent beaucoup sur papier avant de le faire là-dessus. Mais il y a un petit truc qui peut s'acheter. Je crois qu'ils le vendent seulement pour les membres de l'ordre, pour les gens qui font partie de cette école bouddhiste. Je crois pas qu'ils acceptent de le vendre aux touristes. J'ai jamais essayé de l'acheter, mais je suis pas sûr qu'ils le vendent.
Par contre, il y a beaucoup d'amulettes qui sont disponibles dans ce temple, comme dans tous les autres temples. La meilleure vue qu'on aura de ce bâtiment en question, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, vous avez la scène qui est là, surélevée, vous avez cette lampe qui est dans le chemin, et là on parle de ce bâtiment qui est ici. Et c'est ce bâtiment-là qui va donner le plus en fait sur l'étang. Parce que vous allez avoir une terrasse ici, et donc même si elle est surélevée et qu'il y a un passage ici à terre ferme au pied, c'est de là qu'on peut voir l'étang de manière assez sympa. Donc maintenant, si on se penche sur le cas de cet étang, qui s'appelle donc le Osawa no Ike. Le Osawa no Ike est donc l'étang le plus ancien du Japon, l'étang artificiel le plus ancien du Japon, selon les informations dont on dispose, selon les documents historiques. Voilà, donc vous verrez les autres endroits, vous avez d'autres lieux dans la ville qui vont se présenter comme le deuxième plus vieux ou le troisième plus vieux. Ils reconnaissent tous la préexistence du Osawa. C'est un étang de Tsukimi, donc c'est un étang pour regarder la lune, pour admirer la lune. Donc on monte en bateau au milieu de l'étang, et pendant les nuits de pleine lune, on va profiter du reflet de la lune sur l'eau avec la végétation qui est tout autour, qui va être une végétation qui change avec les saisons, principalement les deux saisons importantes, le printemps et l'automne. Donc on va avoir des cerisiers tout autour, croisés, mélangés avec des érables, et donc on aura donc les fleurs au printemps et les feuilles rouges arrivées à l'automne. Également sur cet étang, on a énormément de lotus pour d'autres moments de l'année. La surface est quasiment entièrement couverte de lotus dans les bonnes années. Donc voyons ce que ça peut donner au niveau de... Ça c'est l'automne. Ça c'est début de l'automne. Donc parmi les décorations au bord de l'étang, on a une pagode ici qui est une pagode mémorielle d'anniversaire, de commémoration de saga, mais qui normalement doit être construite au moment de l'ouverture tous les 60 ans. Et là, ça a été construit en milieu de période. J'ai pas compris pourquoi ça leur avait pris comme ça de construire un truc alors qu'ils n'étaient pas sur une date spécifique. Donc toujours est-il que sur les couleurs d'automne, ça donne ce genre de choses. Et sur les couleurs de printemps, ça nous donne des choses comme ça. Si j'arrivais à booster un petit peu la lumière, un petit peu de couleur, ce serait un peu plus sympa. C'est une photo qui n'est pas de moi. À noter que pendant la saison des Hanami, l'étang qui d'habitude est gratuit à visiter devient payant. Mais c'est combiné avec le billet du temple. Donc si vous avez visité le temple, vous pouvez utiliser le même billet normalement pour faire la visite payante des cerisiers autour de l'étang. Le reste du temps, c'est gratuit. C'est un parc public le reste du temps. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose de joli? Oui, celui-là aussi. Tadam. Ça donne ça pendant le printemps. Il y a une deuxième histoire au sujet de saga avec cet étang. Il y a un poème qui nous est resté qui doit être un poème de saga ou de quelqu'un qui a entendu saga. Parce que le poème
qui parle de Kikushima, alors de l'île de Chrysanthème. Si on regarde la carte, vous avez une île ici, avec normalement des pins bonsaï dessus. Mais au moment de la livraison, visiblement, il y a un truc qui n'était pas prévu qui s'est présenté et l'empereur Saga a pas apprécié des masses. Et donc, voici le poème qui a été écrit sur l'événement. J'avais pensé qu'ici, seul un unique chrysanthème pouvait pousser. Qui donc a planté l'autre dans les profondeurs de l'étang d'Osawa? Donc à vue de nez, moi je dirais que c'est un poème de rageux. L'empereur se croyait être le seul chrysanthème dans le site, et quand il se pointe prendre livraison de sa construction, il demande donc qui est l'enfoiré qui a mis un chrysanthème sur l'île sur laquelle personne n'accède. À vue de nez, il l'a mal pris. Voire même peut-être qu'il accuse quelqu'un d'avoir caché le corps d'un membre de la famille impériale dans le trou, et que cette personne de la famille impériale ressort sous la forme d'un chrysanthème. À mon sens, c'est de Saga et c'est rageux. Maintenant, dans les références, il n'est pas dit que c'est de Saga, et c'est pas l'interprétation qui est forcément donnée. Donc vous pouvez être positif comme les autres ou vous faire des idées comme moi. Il y a une anthologie, ce poème vient d'une anthologie de l'époque Heian qui s'appelle le Kokin Wakashu. Et voilà, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez chercher ça, le Kokin Wakashu. Ce site est souvent utilisé par les boîtes de production de dramas historiques, de dramas d'époque, surtout sur ces parties-là, parce que avec la vue ici, on n'a pas trop de modernité visible, et donc ils font des scènes d'extérieur sur ces parties-là. Là, on a des pêchers qui donnent des fleurs. Là, on a un ou deux arbres perdus au milieu d'une étendue d'herbe. Et donc, je suis tombé régulièrement sur des tournages de dramas historiques sur ce site-là pendant mes visites. C'est très chiant parce qu'il bloque le passage et en plus, on peut pas prendre de photos, on peut pas faire de bruit. Enfin, c'est relou. Voilà. De ce côté-là. Dans les petites choses sympas, cette partie verte ici, c'est une petite bambouseraie. Donc, si vous voulez vraiment voir des bambous de près, au point de les toucher, sans barrière, sans rien, c'est le meilleur endroit. Bien sûr, faut pas toucher les bambous parce qu'il paraît que ça les tue quand on les touche. Va comprendre, Charles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste sur le sujet? Oui, les photos des lotus. Donc attention, c'est des lotus, c'est pas des nénuphars. Donc la feuille est largement au-dessus de l'eau. D'accord. Et la fleur est dissociée. Tandis que le nénuphar, lui, il repose sur l'eau. Hein. Donc on peut se tromper des fois quand le lotus grandit, il a des feuilles qui vont se retrouver au niveau de l'eau, mais c'est pas des feuilles qui sont faites pour flotter. La partie principale, elle est au-dessus. Donc, on a des grosses différences entre lotus et nénuphar. Les lotus, ça se multiplie à grande vitesse, et donc on va les récolter, puisque la racine, qu'on appelle l'encon, se consomme. Vous savez, c'est le légume avec des trous. Truc dur avec des trous. Voilà. Ensuite, au niveau du site, je vous ai dit qu'il y avait une partie qui était pas visitable et qui était quand même liée au site. C'est la partie qui est là. Et cette partie-là, c'est une école d'Ikebana. C'est le siège de l'école Saga Goryu, une des plus anciennes écoles d'Ikebana, une plus ancienne école au sens de domaine de pensée. Hein. C'est une des plus anciennes écoles d'Ikebana.
donc d'arrangement floral. Et au niveau de l'entrée du temple, on a régulièrement, pas en permanence, parce que des fois j'espérais les trouver et il n'y avait rien, mais on a la plupart du temps des créations d'ikebana faites par des membres de l'école qui sont exposées de 3 à 5 selon les moments, qui sont exposées au moment où vous entrez dans le temple. Donc vous voyez, ça, c'est dans un setting qui permet de faire quelques photos sympas si vous aimez l'ikebana. Également, c'est un site où il y a une technique d'ikebana particulière qui est la technique liée au chrysanthème du site. Donc ils ont un chrysanthème. Qu'est-ce que j'ai fait des photos des chrysanthèmes? Voilà. Hop. Donc c'est un chrysanthème qui va être combiné et taillé pour évoquer certaines choses, qui va faire référence aux chiffres 3, 5, 7 qui sont des chiffres sacrés au Japon. Vous avez une section pour chaque saison et le compte de feuilles entre les différentes zones va vous donner le 3, le 5 et le 7. C'est des chrysanthèmes qui sont vraiment chelous parce qu'en fait ils sont tout petits, tout fins. Leurs pétales en fait ressemblent à des épines de couleur. Moi je les trouve moches. Mais voilà, c'est le type de chrysanthème de ce lieu-là. Ça leur est spécifique. À différents moments de l'année, on va avoir des cérémonies où les moines vont aller faire des prières sur l'eau, sur le ponton qui est devant leur temple. Et si j'ai bien compris, j'y suis jamais allé encore, mais au moment de Obon, ils mettent comme un peu partout au Japon, ils mettent des petites lanternes flottantes pour évoquer les esprits des morts et leur voyage. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, j'ai fait bugger mon truc. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié qu'il faut que je vous montre? Ah, le long de l'étang, on a des jizo qui ont été accumulés dans un coin. Donc voilà, ils ont été laissés là tranquilles et les arbres commencent à pousser un peu les jizo. Et il arrive que le temple fasse des coopérations avec l'art moderne. Donc en 2016 ou 17, quelque chose comme ça, ils avaient eu l'exposition nue, donc qui était sur le thème de One Piece. Et à l'époque, ils avaient coloré les zones les zones de gravier blanc, voilà, avec des représentations. Donc là, visiblement, c'était un dragon ou un tigre. Ouais, plutôt un tigre. Cette tronche-là, on va plutôt dire que c'est un tigre. Là, vu la tronche que ça a, c'est peut-être un mec, peut-être un démon. Je saurais pas dire. Je sais pas si là c'est la connexion, si la tête est ailleurs. C'est un. Ah, merci pour le follow. J'ai pas vu qui c'était et il n'y a pas de message. C'est chelou. C'est peut-être mon follow qui se déclenche longtemps après, va savoir. Mais j'ai pas de message. Bizarre. Bon. Donc voilà, c'est ce qu'on a au niveau du grand jardin sec, mais qui n'est pas un jardin sec comme vous l'imaginez. C'est une expression beaucoup plus simple en fait. Personne n'y marche, donc malgré tout. Mais il n'y a pas les petites vagues et les machins. C'est beaucoup plus laissé à l'abandon. C'est juste désherbé. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Je crois que j'ai fait le tour cette fois-ci.
on a tout vu sur ces deux sites que sont le Daikakuji et le Osawa Noike. Donc, pour ceux qui restent, si vous avez des questions Japon ou autres, mais plutôt au Japon quand même, ou sur le site d'aujourd'hui, n'hésitez pas. On va prendre quelques petites minutes pour voir si vous avez des questions. Et s'il n'y en a pas, on mettra fin au programme pour aujourd'hui. En attendant de voir s'il y a des messages qui apparaissent dans le chat, je vais regarder si je peux mettre la main sur mon Hanashingyo. Comme ça vous laisse le temps de taper. Oh. C'est pas là. C'est pas plus là que tout à l'heure. Est-ce que je l'aurais mis comme quelqu'un d'intelligent dans le bouquin lié? Non. Suite était trop simple. Et ben voilà, quand l'organisation mène au chaos, eh bien on ne trouve rien. Donc je sais pas où il est. À l'occasion, j'aurai d'autres. Quand je l'aurai retrouvé, j'aurai d'autres occasions pour vous en parler parce que ça réapparaît à différents endroits, le Hanashingyo, de toute façon. Bon, vous me dites tous que vous n'avez pas de questions, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci de m'avoir aidé pour les soucis techniques, c'est très sympathique de votre part. Et je vous dis à bientôt si vous le voulez bien.